Ils vivaient dans l'ombre. Ils servaient sans un mot, sans un regard. Et pourtant, ils voyaient tout. Les maîtres les croyaient invisibles, mais chaque secret, chaque trahison, chaque scandale passait sous leurs yeux. Pendant des décennies, ils se sont tus. Mais que se passe-t-il quand les fantômes parlent enfin? Voici la vérité effroyable des domestiques victoriens et édouardiens. La nuit semblait sans fin au-dessus des vastes campagnes anglaises, étouffée par un brouillard humide qui se glissait jusque dans les fissures des demeures aristocratiques. Et pourtant, derrière les lourds rideaux de velours, une lumière tremblotante perçait, une lueur fragile qui révélait le monde invisible des serviteurs. On croit connaître l'histoire des grandes familles, leurs titres, leurs réceptions somptueuses, leurs mariages arrangés. Mais qui ose se pencher sur la vie de ceux qui, tapis dans l'ombre, faisaient tourner ces palais silencieux? Qui se souvient du souffle discret des domestiques victoriens et édouardiens, dont le pas feutré résonnait plus fort que les scandales des maîtres? Car derrière chaque porte capitonnée, un univers secret s'agitait, invisible aux yeux des invités. Le majordome surveillait comme un général ses troupes, le valet de chambre guettait les moindres caprices, la cuisinière régnait comme une souveraine dans les profondeurs de la maison. Chaque geste, chaque murmure devait être réglé avec une précision implacable. Une simple erreur, une assiette mal disposée, une parole de trop, un regard insolent, pouvait signifier la disgrâce immédiate. Et pourtant, paradoxalement, c'est dans ces couloirs souterrains que se jouait la vraie tragédie humaine, bien plus que dans les salons dorés. Il suffisait de entrer au petit matin dans L entre D, une cuisine victorienne pour comprendre l'ampleur de ce monde caché. Avant même que les maîtres ne s'éveillent, les cheminées devaient être allumées, les planchers frottés, l'eau tirée et chauffée. Les domestiques vivaient littéralement au rythme des cloches, ces fameux systèmes sonores installés dans les demeures les plus modernes, qui reliaient chaque chambre de maître au sous-sol. Un carillon retentissait, et aussitôt une silhouette se précipitait pour répondre. Mais comment imaginer la tension nerveuse qui accompagnait chaque son? Derrière ce tintement innocent, il y avait l'ordre invisible. « Servez-moi. Apportez ceci. Je désire cela. » Une mécanique de soumission perfectionnée. À l'époque victorienne, une maison aristocratique pouvait employer jusqu'à 50, parfois 60 domestiques. La hiérarchie était stricte, implacable, presque militaire. Tout en haut se trouvait le majordome, figure austère et respectée, gardien des caves à vin, des argenteries et surtout des secrets. Vêtu de noir, cravate impeccable, visage impassible, il incarnait l'autorité absolue. En face, la gouvernante, silhouette sévère, régnait sur les domestiques féminines avec une discipline qui ne laissait aucune place à la tendresse. Chacun avait sa place, chacun connaissait ses limites. Mais qui osait parler des humiliations silencieuses, des vies sacrifiées, des rêves brisés dans l'ombre des escaliers dérobés? Prenons un exemple, celui d'Elisa, femme de chambre, dans une demeure du Yorkshire. Ses journées commençaient à 5 heures du matin, quand le manoir tout entier dormait encore. Elle devait préparer les vêtements de sa maîtresse, astiquer les bijoux, coiffer, boutonner, arranger, mais Elisa avait un secret. Elle écrivait chaque soir, à la lueur d'une bougie, quelques lignes d'un journal interdit. Elle y notait les paroles cruelles, les caprices absurdes, les humiliations subies. Pourquoi? Parce qu'elle pressentait déjà que cette existence engloutie dans le silence finirait autrement qu'oubliée. Ces pages, retrouvées des décennies plus tard, révéleront un monde que les historiens eux-mêmes avaient sous-estimé. La souffrance invisible derrière les apparats des salons victoriens. Mais combien d'Elisa n'ont jamais eu la force d'écrire? Combien ont disparu dans l'anonymat, comme si leur vie n'avait jamais eu de poids? Les couloirs étroits des sous-sols, où résonnaient les pas pressés, n'étaient pas seulement des lieux de labeur. Ils étaient des théâtres de murmures, de confidences volées, de regards furtifs entre jeunes valets et femmes de chambre. Mais tout était surveillé. Les maîtres ignoraient tout, ou du moins le prétendaient, des désirs, des amours interdites, des jalousies violentes qui se tramaient sous leurs pieds. On raconte qu'un valet de pied, surpris dans une étreinte nocturne avec la lingère, fut congédié sur le champ, banni,
sans lettre de recommandation. Dans une époque où l'emploi domestique constituait, d'unique horizon pour des milliers de Bilam venus de la campagne, une telle punition équivalait à une mort sociale. Comment survivre quand le seul monde que l'on connaissait vous fermait brutalement ses portes? Mais au-delà de la rigueur quotidienne, il y avait une vérité plus dérangeante encore. Ces serviteurs connaissaient tout, absolument tout. Les secrets les plus intimes, les manies les plus honteuses, les conversations les plus compromettantes. Le valet de chambre savait ce que le mari cachait à son épouse. La femme de chambre connaissait les correspondances secrètes, les lettres brûlées à la hâte. Le cocher entendait des murmures depuis son siège, à demi étouffé derrière les rideaux du carrosse. Ces domestiques étaient les témoins invisibles de la grandeur et de la décadence, gardiens involontaires d'histoires qu'ils n'avaient pas le droit de raconter. Mais vraiment, combien parmi eux ont gardé le silence? Et combien, dans l'ombre, ont murmuré à la mauvaise oreille, déclenchant des scandales retentissants? Une experte contemporaine, l'historienne imaginaire Margaret Halliwell, affirme « Histoire de L. Angleterre aristocratique ne peut être comprise sans les voix de ceux qui la servaient. Ils voyaient tout, entendaient tout. Ils étaient les caméras silencieuses avant l'invention du cinéma. Et c'est précisément ce regard muet qui effraie. Car si ces voix avaient parlé librement, que resterait-il de la respectabilité de ces familles auréolées de prestige? Ce qui frappe, c'est le paradoxe. Les serviteurs vivaient dans une proximité extrême avec leur maître, habillant, nourrissant, chauffant, servant, tout en restant socialement à une distance infranchissable. Une barrière invisible, mais plus solide que n'importe quel mur. Les maîtres pouvaient connaître le prénom du valet, peut-être même celui de la femme de chambre. Mais jamais, au grand jamais, ils ne s'intéressaient à leur histoire, à leur douleur, à leurs espoirs. Une relation asymétrique, où l'un existait pour briller et l'autre pour s'effacer. Mais que se passe-t-il quand l'ombre refuse de disparaître, quand le silence se fissure? Ce fut le cas lors d'un incident en 1897, dans une demeure londonienne. Un majordome, après 30 années de service irréprochable, osa demander une augmentation. Son maître, indigné, le renvoya sur le champ. Quelques semaines plus tard, les journaux londoniens reçurent des lettres anonymes, détaillant avec minutie les vices secrets de cette famille. Les révélations firent des scandales, ruinant la réputation des hôtes jusque dans les cercles mondains. Était-ce le majordome, humilié, qui avait brisé son serment tacite de silence? Nul ne put jamais le prouver. Mais le doute suffit à entacher à jamais l'image d'un clan entier. Voilà le danger latent qui planait dans chaque maison. Et si le serviteur devenait le bourreau de son maître? Dans ces années de transition, de la fin de l'ère victorienne au début de l'ère édouardienne, un frémissement nouveau s'annonçait. Le monde changeait. L'électricité s'installait dans les salons. Les automobiles remplaçaient lentement les carrosses. Les classes ouvrières se politisaient. Et dans ce bouleversement, les domestiques sentaient, confusément, que leur rôle éternel d'ombre allait vaciller. Mais comment? Et à quel prix? La vie souterraine des grandes demeures ne se limitait pas aux tâches quotidiennes. Elle constituait un monde à part entière, avec ses propres lois, ses rituels, ses drames intimes. Descendons plus profondément encore dans ces sous-sols humides, où résonnait le fracas des casseroles, où l'odeur de graisse se mêlait à celle du linge mouillé, où la sueur des domestiques s'imprégnait aux pierres centenaires. Ici, nulle faste, nulle splendeur. Seulement des visages fatigués, des mains calleuses, des voix étouffées. Le cœur de la maison battait dans la cuisine. C'était là que la cuisinière régnait, véritable despote des fourneaux, figure redoutée autant que respectée. Elle commandait une armée d'aides, de marmitons, de fillettes chargées d'éplucher des montagnes de légumes jusqu'à l'épuisement. Les repas des maîtres devaient être parfaits, servis à l'heure exacte, dressés selon un protocole rigide. Une sauce trop liquide, un rôti trop cuit, et c'était la honte, parfois le renvoi. Mais derrière cette discipline impitoyable se cachait une vérité troublante. Ces femmes, esclaves d'un labeur incessant, ne goûtaient que rarement aux mets raffinés qu'elles préparaient. Elles nourrissaient des banquets somptueux, mais leurs propres assiettes restaient vides de saveur,
remplie de restes et de silence. Plus bas encore, dans la hiérarchie invisible, se trouvaient les scullery maids, ces jeunes filles souvent à peine sorties de l'enfance. Leur existence se résumait à frotter, laver, essuyer, recommencer. Elles se levaient avant tout le monde, se couchaient après tous les autres. Invisibles parmi les invisibles, elles portèrent le poids le plus lourd sans jamais espérer gravir les échelons. Mais parfois, dans le murmure des dortoirs glacés, elles se confiaient à leurs rêves, des rêves impossibles, fuir, épouser un maître chanteur, devenir actrice à Londres. Des illusions fragiles, écrasées au petit matin par le tintement cruel d'une nouvelle cloche. Et que dire du valet de pied, silhouette élégante mais effacée, qui devait se tenir droit, muet, toujours présent, toujours disponible. Leur vie entière n'était qu'une chorégraphie d'obéissance, une danse silencieuse autour des maîtres qu'ils ne pouvaient jamais contredire. Pourtant, dans leur regard, on devinait une forme de révolte muette, car chaque geste, chaque service, renforçait la conscience d'une vie sacrifiée. Un historien fictif, le professeur Edmund Crawford, L. Cayles, a un jour formulé avec une brutalité désarmante: les domestiques victoriens étaient les fantômes vivants des maisons qu'ils servaient. Ils erraient dans les couloirs, accomplissaient des miracles invisibles, puis disparaissaient sans reconnaissance, sans mémoire. Mais ces fantômes savaient observer. Ils voyaient la déchéance derrière les apparences, les dettes cachées, les passions interdites. Ils savaient qui entrait la nuit par les escaliers de service, qui quittait discrètement les salons après minuit. Une simple parole de leur bouche aurait suffi à détruire une réputation. Et pourtant, le silence demeurait, oppressant, comme un pacte implicite entre maîtres et serviteurs. Pourtant, certains serviteurs refusaient ce destin. L'histoire raconte celle de Thomas Hare, chauffeur dans une grande maison édouardienne. Issu d'une famille ouvrière, il avait appris la mécanique par passion. Lorsqu'il entra au service d'une famille aristocratique en 1906, il fut assigné à l'entretien de la nouvelle automobile, symbole de modernité. Mais Thomas ne voulait pas rester dans l'ombre. Il étudia, observa, se lia au cercle progressiste de la ville. Et un soir, dans une taverne enfumée, il osa dire à voix haute: « Nous ne sommes pas des domestiques, nous sommes des esclaves d'apparat, et cela doit cesser. » Quelques semaines plus tard, il disparut mystérieusement, renvoyé sans explication. Son nom fut effacé des registres de la maison. Mais dans les quartiers ouvriers, son discours résonnait encore, comme un écho inquiétant. Il y avait aussi les secrets d'alcôve, plus dangereux encore que les murmures politiques, car les maisons victoriennes étaient des prisons dorées pour leurs maîtresses. Enfermées dans des mariages d'apparat, elles trouvaient parfois un réconfort interdit auprès d'un valet de chambre, d'un cocher, d'un jardinier. Ces liaisons clandestines, si elles étaient découvertes, pouvaient ruiner une femme à jamais. Mais qui, mieux que la femme de chambre, connaissait la vérité des draps froissés, des parfums étrangers laissés sur une robe? Ces confidences involontaires étaient un fardeau terrible pour celles qui devaient les porter, car le moindre mot pouvait se transformer en arme, en menace, en chantage. Dans certaines demeures, une tension permanente régnait. On le percevait dans le regard de la gouvernante, dans les ordres secs du majordome, dans les silences pesants autour de la table des domestiques. Car oui, ils avaient leur propre salle à manger, modeste, glaciale, où les règles de la hiérarchie se reproduisaient à l'identique. Le majordome et la gouvernante s'asseyaient en tête, les domestiques subalternes plus bas. Même dans leur intimité forcée, ils ne pouvaient échapper à la tyrannie des rangs. Et chaque soir, en partageant un repas frugal, ils sentaient la distance infranchissable qui les séparait des festins servis quelques mètres plus haut. Mais parfois, une faille apparaissait, une rumeur circulait, une révolte discrète prenait forme. On raconte qu'en 1902, dans une maison de campagne, un groupe de domestiques refusa collectivement de servir le dîner, en protestation contre des conditions de travail inhumaines. Le scandale fut étouffé, les meneurs renvoyés. Mais cette étincelle montrait que le feu couvait. Et déjà dans les rues de Londres, les premiers syndicats ouvriers appelaient à la dignité, à la reconnaissance, à l'égalité. La peur grandissait dans les familles aristocratiques.
Car si les domestiques venaient à parler, à s'unir, à révéler ce qu'ils savaient, c'était tout un monde qui risquait de s'effondrer. Chaque sourire fin d'un majordome, chaque révérence d'une femme de chambre pouvait cacher une menace silencieuse. Et plus les années avançaient, plus l'ombre semblait se rapprocher. Un événement tragique illustra ce basculement. En 1910, dans une demeure édouardienne de Cornouailles, une jeune domestique fut retrouvée morte, noyée dans un bassin du jardin. Officiellement, il s'agissait d'un accident. Mais ses camarades savaient qu'elle avait osé défier le maître de maison, refusant ses avances. La vérité fut enterrée avec elle, mais la rumeur persista. Et chaque soir, dans les dortoirs glacés, les domestiques chuchotaient son nom comme une prière interdite, comme un rappel que leur vie pouvait être brisée d'un instant à l'autre. Et pourtant, malgré la terreur, malgré les injustices, il y avait une force inébranlable, la solidarité silencieuse entre serviteurs. Ils partageaient les restes, les histoires, les larmes étouffées. Ils s'échangeaient des regards de réconfort quand l'humiliation devenait insupportable. Dans ce monde d'obéissance forcée, ils inventaient une fraternité secrète plus forte que toutes les barrières sociales. Une fraternité qui, un jour, allait trouver sa voie. Le souffle de la modernité se faisait de plus en plus sentir, même dans les recoins les plus reculés des demeures aristocratiques. Les années édouardiennes apportaient avec elles une inquiétude sourde. L'électricité, les téléphones, les automobiles n'étaient pas seulement des signes de progrès, mais aussi des menaces contre un ordre figé depuis des siècles. Car plus la technique avançait, plus les serviteurs devenaient conscients de leurs propres conditions. Les domestiques, jusque-là prisonniers d'une servitude héréditaire, commençaient à se comparer au monde extérieur. Et cette comparaison était insupportable. Dans les maisons, pourtant, la vie semblait immuable. Les cloches résonnaient toujours, les majordomes inspectaient toujours les verres étincelants, les cuisinières faisaient gronder les fourneaux. Mais derrière la façade d'ordre parfait, les fissures s'élargissaient. Les jeunes domestiques lisaient désormais les journaux, écoutaient les discours de syndicalistes dans les marchés, entendaient parler de grèves ouvrières. Et surtout, ils rêvaient d'un avenir différent. Pourquoi pas nous ? Se demandait-il en silence, chaque fois qu'un maître haussait la voix, chaque fois qu'un geste humiliant leur rappelait leur place. Car l'humiliation était une arme invisible mais constante. Le maître qui ignorait volontairement le prénom de son valet. La maîtresse qui laissait tomber un mouchoir pour obliger la femme de chambre à se courber. L'invité qui se permettait un geste déplacé envers une servante, sachant qu'elle ne pourrait jamais protester sans tout perdre. Ces gestes minuscules, répétés 1000 fois, forgeaient un climat d'oppression plus étouffant que les murs de pierre. Mais jusqu'à quand pouvait-on supporter cela ? Dans l'intimité glacée des dortoirs, les domestiques parlaient de fuite. Partir en Amérique, tenter sa chance à Londres, se faire engager dans un hôtel plutôt que dans une maison privée. Les plus audacieux parlaient même de politique, de révolution. Car n'oublions pas, l'Europe s'embrasait de changements. Les idées nouvelles circulaient, et les domestiques, malgré leur isolement apparent, n'y étaient pas sourds. Une femme de chambre qui se rendait au marché entendait des discours. Un valet qui lisait un journal y découvrait des mots interdits. Justice, égalité, dignité. Des mots qui résonnaient comme des coups de tonnerre dans les caves humides. Mais ces désirs de changement n'étaient pas seulement politiques. Ils étaient intimes, viscéraux. La servante qui tombait enceinte d'un maître savait qu'elle risquait le renvoi, la honte, la misère. Le jeune valet qui osait lever les yeux sur une aristocrate était condamné à l'exil social. Les amours interdites, les passions clandestines, formaient un tissu de drames silencieux. Combien de vies brisées, de destins anéantis pour avoir franchi cette ligne invisible entre le monde D en haut et celui D en bas. Chaque liaison était un risque mortel, chaque secret une bombe à retardement. L'histoire d'Agnès, lingère dans une maison édouardienne, en est un exemple saisissant. Elle avait attiré le regard d'un des fils de la famille, un jeune homme frivole et arrogant. D'abord flattée, elle céda à ses avances, mais bientôt elle se retrouva enceinte. Le scandale devait être étouffé. Agnès fut renvoyée, sans argent, sans référence, condamnée à l'exil et à la honte. Son enfant né dans la pauvreté ne survécut pas. Et la maison, elle, continua de briller comme si rien ne s'était passé. Mais dans les murmures des couloirs, le nom d'Agnès revenait comme un fantôme,
rappel cruel de la brutalité d'un monde impitoyable. Ce n'étaient pas seulement les maîtres qui imposaient leur domination. La hiérarchie entre domestiques elle-même pouvait être cruelle. La gouvernante qui terrorisait ses femmes de chambre, le majordome qui humiliait publiquement un valet pour une faute minime. Car chacun, enfermé dans cette pyramide, cherchait à exercer un pouvoir, aussi infime soit-il, sur celui qui se trouvait plus bas. Une mécanique de domination en cascade, où la souffrance se transmettait d'échelon en échelon comme une malédiction. Et pourtant, dans ce monde de contraintes, il existait des moments suspendus, des instants fugaces où l'humanité reprenait ses droits, un sourire complice entre deux serviteurs, un chant étouffé partagé dans la cuisine, un geste de tendresse échangé dans l'ombre d'un escalier. Ces fragments de vie étaient leur seule arme contre la noirceur. Mais combien de temps pouvait-il suffire? Car dehors le monde changeait à une vitesse vertigineuse. La guerre s'annonçait à l'horizon, et avec elle, l'effondrement brutal d'un système entier. Déjà, certains jeunes domestiques quittèrent les maisons pour s'engager, pour échapper à une vie sans horizon. D'autres étaient forcés de rester, piégés par la pauvreté, prisonniers d'un monde qui se fissurait mais refusait de tomber. Une experte imaginaire, la sociologue Eleanor Grant, explique « Les grandes maisons étaient des volcans endormis. Elles semblaient immuables, éternelles. Mais à l'intérieur, la lave bouillonnait, et il suffisait d'une secousse, d'un événement extérieur pour que tout explose. Cette secousse allait arriver plus tôt qu'on ne l'imaginait. Dans les dernières années de l'ère édouardienne, le contraste devenait insupportable. Tandis que les maîtres organisaient encore des bals somptueux, leurs domestiques commençaient à disparaître, un par un, cherchant ailleurs une liberté impossible. Les hôtels de Londres offraient de nouveaux emplois, moins humiliants, plus rémunérateurs. Les usines, malgré leur dureté, donnaient l'illusion d'une indépendance. Et chaque départ était un avertissement. Car sans domestiques, que devenaient ces palais gigantesques? Qui pour les entretenir, les nourrir, les maintenir en vie? Mais les maîtres refusaient de voir. Ils croyaient encore à l'éternité de leur monde. Ils ignoraient les murmures, les absences, les regards révoltés. Ils vivaient dans un rêve fragile, sans comprendre que leur empire reposait sur des épaules prêtes à s'effondrer. Et puis vint le moment où tout bascula. Une nuit, dans une maison du Kent, un incendie éclata dans les sous-sols. On ne sut jamais vraiment s'il s'agissait d'un accident ou d'un acte volontaire. Mais les flammes détruisirent la cuisine, la buanderie, les dortoirs des domestiques. 3 jeunes servantes périrent. Le maître déclara dans les journaux que la maison serait reconstruite, plus belle encore. Mais dans les villages alentours, une rumeur persistait. Et si l'incendie avait été allumé par l'un des domestiques, las d'une vie de servitude? Cette suspicion marqua un tournant, car dès lors, chaque domestique était vu non seulement comme un serviteur, mais comme une menace potentielle. Les maîtres craignaient leur confidence, leur silence, leur regard. L'ordre séculaire vacillait, et plus rien ne pouvait l'arrêter. Le monde des serviteurs, qui semblait figé dans la pierre et l'ombre, allait pourtant se disloquer avec une brutalité inattendue. Car l'histoire, impitoyable, ne tolère jamais l'immobilité. Et ce qui avait tenu debout des siècles durant, cette pyramide sociale aux fondations de silence allait s'effondrer en quelques années. La Première Guerre mondiale fut le coup de tonnerre. Des milliers de jeunes domestiques quittèrent les maisons pour s'engager, pour fuir l'oppression quotidienne, pour chercher un destin différent dans le fracas des tranchées. Les familles aristocratiques, privées de bras, virent leur routine s'effondrer. Les cloches ne résonnaient plus. Les repas perdirent de leur faste. Les chambres restaient froides. Les maîtres eux-mêmes furent contraints de accomplir des gestes qu'ils avaient toujours méprisés. Allumer un feu, servir un plat, coudre un bouton, et dans ce bouleversement, une vérité effroyable apparut. Sans domestiques, ces palais n'étaient que des coquilles vides. Certains serviteurs ne revinrent jamais du front. D'autres, revenus blessés et marqués à vie, refusèrent de reprendre une vie de servitude. Ils avaient vu l'horreur, côtoyé la mort, et comprenaient que leurs sacrifices valaient autant que ceux des aristocrates. Comment accepter encore de s'incliner devant un maître, après avoir survécu à Verdun ou à la Somme? Ce refus marqua un tournant irréversible. Les grandes maisons, privées de main-d'œuvre,
commencèrent à sombrer dans une lente agonie. Et ce fut la deuxième blessure, le temps de l'industrialisation et de la modernité. Les jeunes filles préféraient désormais travailler dans les usines, dans les magasins, dans les bureaux. Les jeunes hommes trouvèrent leur place dans les gares, les tramways, les ateliers. Travailler 10 heures par jour dans le bruit des machines semblait soudain plus supportable que passer sa vie dans ombre des salons dorés. Car au moins, dans les usines, on avait un salaire, une identité, parfois même une voix syndicale. Dans les maisons, il ne restait que l'effacement. Les maîtres, eux, s'accrochaient encore à leurs illusions. Ils organisèrent des bals, invitèrent des ministres, affichèrent leurs richesses. Mais derrière les rideaux, les fissures s'élargissaient. Une aile de la maison restait fermée faute de personnel. La vaisselle n'était plus polie à la perfection. Les repas perdèrent de leur éclat. L'aristocratie vivait dans une mise en scène qui se désagrégeait peu à peu. Les domestiques qui restaient n'étaient plus les mêmes. Ils parlèrent davantage, exigeaient parfois une demi-journée de repos, réclamaient un salaire meilleur. Certains osaient même partir du jour au lendemain, sans lettre de recommandation, acte jadis impensable. Chaque départ était une blessure pour la maison, chaque absence un rappel cruel. L'ordre ancien se mourait. Mais ce déclin matériel cachait une révolution plus sombre, la révélation des secrets. Car avec la disparition progressive de ce monde, certains domestiques osèrent enfin parler. Des mémoires furent publiées, des lettres circulèrent, des confidences éclatèrent dans les journaux. Et soudain l'image parfaite des familles aristocratiques se craquela. Les adultères furent révélés, les dettes étalées, les humiliations exposées. Ces voix, longtemps étouffées, brisaient désormais le silence. Et le scandale devenait une arme. Un ancien majordome resté anonyme écrivit « J'y ai passé 30 ans à observer les vices et les faiblesses des maîtres que je servais. J'ai vu leur colère, leur désir, leur trahison. Je pourrais remplir des volumes entiers. Et maintenant, je n'ai plus de raison de me taire. » Ces mots, glaçants, résonnaient comme une malédiction. Car si les fantômes invisibles parlaient enfin, que restait-il des illusions d'éternité? Ce qui demeure le plus troublant, c'est l'héritage psychologique. Pendant des décennies, des générations entières ont vécu dans l'ombre, dans l'effacement, dans la peur. Leurs rêves brisés, leur destin sacrifié, leurs voix réduites au silence forment une mémoire collective, faite de blessures invisibles. On admire encore les façades majestueuses, les jardins impeccables, les salons décorés. Mais derrière chaque pierre, chaque portrait, chaque tapis, il y a la trace d'une main anonyme, d'une existence oubliée, des vies entières absorbées par une maison qui n'a jamais porté leur nom. Aujourd'hui encore, en visitant ces grandes demeures transformées en musées, on ressent ce vertige. Les visiteurs s'émerveillent devant les salles de bal, les bibliothèques, les chambres royales. Mais peu descendent dans les sous-sols. Peu s'arrêtent devant les cuisines, les buanderies, les dortoirs. Et pourtant, c'est là que battait le véritable cœur de ces maisons. C'est là que l'on entend encore, si l'on tend l'oreille, les murmures des serviteurs, les pas feutrés, le tintement des cloches. Alors une question demeure, suspendue, obsédante. Ces vies effacées, ces destins engloutis, ont-ils vraiment disparu ? Ou bien hante-t-il encore les couloirs comme une ombre éternelle, rappelant que derrière chaque éclat de richesse, il y a toujours un prix caché, payé dans le silence. Et si le véritable secret de l'Angleterre victorienne et édouardienne n'était pas la grandeur de ses maîtres, mais la souffrance muette de ceux qui les servaient?